Bonjour, ça va, ça marche? Très bien. Alors, si vous vous rappelez bien, l'autre fois, on s'est arrêté au niveau de ce point-là, c'est-à-dire les grandes manœuvres stratégiques. Donc, je vais revenir légèrement en arrière pour pouvoir avancer. Alors, comme on avait dit l'autre fois, au cours de son développement, l'entreprise hôtelière est confrontée à une alternative stratégique majeure. C'est quoi cette alternative? C'est le choix entre différentes positions stratégiques. Cette entreprise hôtelière, elle se posera des questions. Faut-il qu'elle diversifie davantage ses activités? Faut-il qu'elle opte pour la spécialisation des activités? Faut-il qu'elle cherche à externaliser une partie de ses activités? C'est très important. Tout ça dans l'objectif d'assurer la croissance de manière continue, dans l'objectif d'attirer une clientèle de choix et dans l'objectif d'avancer. Et donc, le premier axe stratégique que nous allons voir, c'est la diversification. On l'a déjà vu, mais je tiens à rappeler légèrement. Donc, vous savez bien que la diversification, elle s'oppose à la spécialisation. Je diversifie mes activités, ça veut dire que je fais plusieurs choses. Je m'adresse à plusieurs cibles de clients, j'offre énormément de services, alors que lorsque je me spécialise, je me limite à un créneau déterminé. Donc, lorsqu'un groupe hôtelier s'éloigne de son domaine d'activité stratégique, il est supposé se diversifier. Maintenant, comme on a vu la dernière fois, l'autre séance, quand le changement de métier requiert l'apprentissage de nouvelles compétences, on parle plutôt de diversification stratégique. Parce que dans la vie des affaires, on peut parler de diversification simple, c'est une petite diversification, comme on peut parler de diversification stratégique. La diversification stratégique, elle suppose la mise en place d'un grand nombre de moyens, d'un grand nombre de services, et donc dans l'objectif d'attirer davantage de clients. Et donc, l'objectif n'étant pas de mettre de nouveaux services, de nouveaux équipements, mais c'est d'entretenir ces équipements, d'entretenir ces services, de sorte à offrir toujours aux clients des services de qualité. Alors, quels sont les motifs de la diversification? Les groupes hôteliers qui diversifient leur activité peuvent être dans deux situations différentes. Soit en bonne situation, soit en mauvaise situation. Un groupe hôtelier qui est en bonne situation, qui se développe, mais qui cherche encore de bonnes perspectives de croissance, il va chercher à apporter des plus à sa clientèle et donc il va se diversifier davantage pour chercher davantage de synergie. Mais de l'autre côté, un groupe hôtelier qui a plein de difficultés sur le plan commercial, sur le plan financier, compte tenu de la concurrence, compte tenu de la crise économique, là, il peut chercher à se diversifier pour sortir de la crise. Donc, la diversification, elle peut être envisagée dans deux situations, soit lorsqu'on est en phase de perspective de croissance, sachant que la situation est déjà bonne, soit qu'on est en train on est situé dans des perspectives de redressement. Dans tous les cas, comme je l'ai dit l'autre séance, on doit chercher à avancer.
celui qui n'avance pas recule parce qu'il y a la concurrence. Je peux être le premier, avoir la première part de marché dans un environnement concurrentiel, mais si le concurrent numéro un fait des actions de nature à me dépasser, j'ai perdu la bataille, mais il faut que je me rattrape. Et donc, effectivement, donc, la diversification, elle peut être prévue dans deux situations, lorsque ça marche, lorsque ça marche pas, mais, il faut les moyens. Il faut les moyens. Beaucoup de gens, beaucoup d'affaires ne réussissent pas parce qu'ils réfléchissent bien, mais ils ne mettent pas les moyens qu'il faut pour se développer. Malheureusement, si on ne met pas les moyens, ça ne peut pas avancer. La deuxième option sur le plan stratégique, comme vous voyez, c'est la spécialisation. Se spécialiser, ça revient à dire, ça revient à axer l'activité sur un domaine d'activité très très précis. Exemple, on avait l'habitude de recevoir tous les clients qui venaient chez nous, mais on a décidé de nous spécialiser pour recevoir au sein de l'hôtel d'abord et en premier lieu la clientèle en provenance du continent africain, compte tenu des perspectives de développement très importantes. Ça, c'est un exemple. Et donc, la spécialisation, en quoi elle consiste? Elle consiste à axer les efforts du groupe hôtelier sur un marché et un même type de produit. Exemple, je veux spécialiser mes activités, mes services pour m'occuper d'abord de la clientèle en provenance du continent africain. Et donc, avec toutes les conséquences qui en découlent. Donc, parallèlement à ça, lorsque je me spécialise, cette activité spécialisation, elle s'oppose à la diversification. On a vu que la diversification cherche à faire que les activités soient concentrées sur un métier précis. Et par conséquent, le groupe hôtelier demeure présent sur un seul domaine d'activité stratégique. C'est bien que la spécialisation apporte énormément dans certaines conditions, mais dans d'autres, malheureusement, on met, comme dit le proverbe, on met tous les œufs dans le même panier. On s'est spécialisé pour recevoir la clientèle du continent africain. Demain, il y a des changements, il y a plein de choses dans la stratégie avec l'Afrique. Finalement, la bataille est presque perdue. Il faut trouver autre chose. Donc, lorsque on diversifie ses activités, on essaie de compenser au moment où on a quelques difficultés avec ce type de client, cette typologie de clientèle, on reçoit l'autre typologie qui essaie de nous permettre une certaine compensation. Mais au niveau de la spécialisation, le problème se pose et donc
Oqaf. Je n'ai plus rien en face. Là, parce que de temps en temps, quelqu'un il disparaît ou qu'il revient. Mais le bad. Ah ouais, Jean. C'est bon. Alors, pour redémarrer. C'est bon. Je ferai un découpage. Et donc, comme les récits, je vais cliquer sur ça. C'est tout. C'est tout. Bien. Donc, j'étais en train de parler de la spécialisation. Donc, comme son nom l'indique, la spécialisation consiste à axer les efforts du groupe hôtelier sur un marché et un même type de produit. Et donc, nous nous occupons d'une typologie de clientèle déterminée. Ça permet d'augmenter la rentabilité, oui, mais le problème de la spécialisation, il présente un grand risque. Un grand risque au moment où il y a le déclin du marché avec cette cible donnée sur laquelle on s'est spécialisé, c'est une grande catastrophe. Et donc la spécialisation, elle présente des plus, mais elle présente des moins. Il faut faire attention. Alors, l'autre variable stratégique quand même à développer, c'est l'externalisation. Alors, en quoi consiste l'externalisation? Elle consiste à faire, c'est-à-dire confier à une autre entreprise une partie de la chaîne. Exemple, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est assainissement, tout ce qui est jardinage. On préfère plutôt le confier à une entreprise qui est payée suivant un contrat. Mensuellement, elle reçoit des prestations données. Et donc, on s'occupe de l'avantage de cette externalisation, c'est qu'elle offre la possibilité à l'hôtel de s'occuper de son premier domaine d'activité stratégique. C'est ça l'avantage. Et donc, un autre avantage, c'est que cette externalisation permet de réduire les coûts, parce qu'au lieu de recruter des agents de sécurité, au lieu de recruter des jardiniers, au lieu de recruter des responsables d'entretien du matériel, on confie ça à l'extérieur. Une société d'externalisation, on signe avec elle un contrat sur une durée déterminée. Elle est payée mensuellement. Et donc, en cas de problème, c'est l'entreprise qui est responsable, il n'y a aucun problème. Et donc, ça donne, sur le plan stratégique, à l'équipe de l'hôtel la possibilité de s'occuper de son propre travail, qui est l'hôtellerie, la restauration, les activités annexes, et c'est important. Et donc, inconvénient, c'est un petit peu de la externalisation, c'est un petit peu le risque de dépendance. On devient dépendant donc de l'entreprise qui fait ce travail. Et on peut dire même un autre inconvénient, c'est l'éventuelle perte d'avantages spécifiques. L'avantage spécifique, c'est le fait que nous faisons nous-mêmes notre travail, le fait de le confier ailleurs, c'est une dépendance qui présente certains inconvénients, mais globalement, on est gagnant. D'ailleurs, si vous faites l'observation de ce qui se passe sur le plan de la pratique, vous trouvez que les grandes entreprises, elles cherchent à externaliser le maximum d'éléments. Le maximum d'éléments. Pourquoi faire? Pour qu'elles puissent s'occuper de leur propre travail qui fait l'objet de leur domaine d'activité stratégique.
les grands hôtels, les grandes banques, les grandes entreprises de consulting, les entreprises d'audit. Toutes ces entreprises-là, elles ont externalisé une grande partie de leur activité et c'est parfait. Parfois même, on externalise même le matériel roulant, les voitures, les équipements. On recourt à des sociétés qui louent à l'entreprise le moyen de transport et ça marche. Donc, ce sont des activités stratégiques de grande importance qu'il est nécessaire de prendre en charge, de suivre, et donc ça permet donc d'avancer convenablement. C'est clair, s'il vous plaît? Très bien. Alors, si vous voulez bien, on va passer au dernier chapitre, c'est le plan de mise en œuvre des actions stratégiques. Donc, le plan de mise en œuvre des actions stratégiques, il est de taille. Alors, l'essentiel ici, c'est qu'il faut être conscient d'une chose. Il est impossible, il n'est même pas logique de mettre en place des actions stratégiques et de ne pas mettre en place des plans de mise en œuvre et de suivi. Parce qu'il ne suffit pas de dire « ouais, je décide, on décide, l'équipe dirigeante décide », de s'inscrire dans la diversification continue, mais sur le plan pratique, cette action de diversification, elle se fait n'importe comment, de n'importe quelle manière, ce n'est pas ça. Il faut que l'équipe dirigeante s'applique dans tout ce qu'elle fait, il faut qu'elle accorde de l'intérêt à tout ce qu'elle fait. Sinon, elle est susceptible de connaître des problèmes. Et donc, chaque fois que le groupe hôtelier, l'entreprise envisage des actions, il faut que le plan de mise en œuvre de ces actions stratégiques soit décliné en actions concrètes et bien suivies. Alors, dans le cadre de ce dernier chapitre, le plan de mise en œuvre des choix stratégiques, on va examiner deux aspects, le rappel des éléments de base et les étapes de mise en œuvre. Alors, d'abord, le rappel des éléments de base. D'abord, on a vu que le management est composé de 4 variables importantes. C'est quoi ces 4 variables? C'est d'abord la planification, ensuite l'organisation, ensuite l'animation et enfin le contrôle. C'est ça le management. Je suis chargé du management d'un hôtel, je suis directeur général, je ne dois pas organiser avant de planifier. Je ne peux pas animer si je ne fais pas une planification correcte. Je ne peux pas contrôler s'il n'y a rien à contrôler. Et donc, l'élément de base au niveau du management stratégique, il consiste d'abord à planifier ce qu'on doit faire, ce que doit faire l'entreprise l'année prochaine, l'année qui suit et l'année qui suit. Donc la planification, elle est faite suite à une étude de marché très importante et suite à un diagnostic en termes de force, faiblesse, opportunités et menaces. Une fois que la planification est faite, il faut mettre en place
les moyens organisationnels qui accompagnent cette planification et qui permettent aux équipes de travailler dans les règles de l'art. Donc l'organisation, ça consiste à mettre en place les meilleures structures organisationnelles, les meilleurs organigrammes qui permettent aux équipes d'avancer dans les meilleures conditions de travail. L'animation, c'est la motivation des équipes. Eh bien, les équipes, c'est des êtres humains. Et chacun de nous a besoin d'être motivé, a besoin d'être suivi, a besoin d'être accompagné, a besoin de disposer des moyens adéquats pour travailler. Donc l'animation a besoin d'être formée, etc. L'animation, c'est l'accompagnement de l'être humain dans tout le parcours. Une équipe qui est excellente mais qui n'est pas motivée, croyez-moi, elle ne donnera rien. Un élément brillant qui fait son travail, mais malheureusement qu'on ne motive pas par des primes, qu'on ne motive pas par des félicitations, qu'on ne motive pas par des promotions, ben, il va finir par partir ailleurs. Et c'est ça le problème. Et s'il part ailleurs, c'est quand même une tête grise qui part travailler pour le compte de la concurrence, et c'est la plus mauvaise des choses. Et donc l'animation, elle constitue vraiment un élément de grande importance. Et enfin, le contrôle, c'est le contrôle pour vérifier que tout marche dans les meilleures conditions. Ce n'est pas le contrôle pour sanctionner, non. Le contrôle, il faut le faire dans l'optique positive. Je contrôle, pourquoi faire? Pour voir est-ce que tout marche bien, est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie. Comme ça, si tout marche bien, on va avancer encore. Si on constate qu'il y a des anomalies, c'est l'occasion de mettre en place des moyens pour pouvoir les rectifier. Donc, on reste toujours dans le cadre du rappel des éléments de base. Nous savons que la planification consiste à élaborer des programmes d'action. Suite, comme j'ai dit il y a un instant, à un diagnostic qui est fait à la base. Et l'objectif à travers la planification, c'est la mise en œuvre de choix stratégiques. C'est ça le problème. Je fais l'étude de marché, je fais un diagnostic en termes de force, faiblesse, opportunité, menace. Pourquoi faire? Pour réfléchir sur les actions stratégiques à mettre en place. C'est le travail qui vous est demandé à la suite de votre stage. Tout à l'heure, la séance passée, je vous ai dit que dans le travail des examens finaux, vous devez faire la présentation de l'hôtel, objet de votre stage. Ensuite, le deuxième point, vous devez faire un diagnostic en termes de force, faiblesse, opportunité, menace. Et la troisième partie, vous allez la consacrer au développement de la stratégie, au plan d'action que vous proposez de mettre en place pour pouvoir permettre à l'hôtel d'avancer dans les meilleures conditions. C'est exactement ce que je suis en train de vous présenter là. Et ce que vous allez faire dans le cadre de votre travail final, c'est vraiment un travail de très grande importance qui doit vous servir, Inch'Allah, par ailleurs. Alors, quelles sont les règles de mise en œuvre des choix stratégiques? Les choix stratégiques, ils ne sont pas mis en œuvre par une seule personne. Oui, supposons que vous êtes directeur général, mais même en votre qualité de directeur général, vous ne travaillez jamais seul, vous travaillez avec des équipes. C'est vrai que c'est vous qui supervisez les équipes, mais pour plus d'efficacité, vous devez vous mettre avec les équipes, vous devez partager le travail, vous devez organiser des réunions avec les équipes pour voir est-ce que le travail avance dans les meilleures conditions, est-ce que tout marche bien. Et donc ça, c'est primordial. Et donc, quelles sont les règles à mettre en œuvre pour réussir la mise en place des choix stratégiques? On avait vu que les choix stratégiques, ils étaient au nombre de 3, soit la diversification, soit la spécialisation. Maintenant, l'externalisation, c'est une option qui est pratiquée couramment par les hôtels, les entreprises, et ça marche. Alors, pour pouvoir réussir la mise en œuvre des choix stratégiques,
La première règle, c'est qu'il faut faire une coordination des actions. Il ne faut pas qu'il y ait une coupure. Il faut qu'il y ait la coordination des actions et des équipes. Il faut que le travail soit fait de manière claire. Ce n'est pas une seule équipe qui travaille sur la mise en place du choix stratégique qui a consisté en la spécialisation ou la diversification. Les équipes doivent coordonner leurs travaux. L'équipe 1 doit se réunir avec l'équipe 2 qui est chargée d'autre chose pour lui donner la synthèse de ce qu'elle est en train de faire et de son état d'avancement, des difficultés éventuelles et des besoins d'assistance éventuellement. Ça, c'est une coordination. L'équipe 3, elle doit se réunir avec l'équipe 2, avec l'équipe 1 pour faire ce genre de choses. Et le directeur général, lui, il est là pour accompagner toutes les équipes pour pouvoir avancer dans les meilleures conditions. La deuxième règle fondamentale, c'est que dans la vie des affaires, rien n'est immuable. Les choses changent, les choses évoluent à tel point que, je l'ai dit l'autre séance, il faut qu'il y ait une fonction veille concurrentielle. La veille concurrentielle, c'est la fonction qui suit tous les événements qui ont eu lieu ou bien qui vont avoir lieu au sein de l'ensemble des grandes entreprises. Parce qu'une entreprise qui n'adopte pas la veille concurrentielle, croyez-moi, elle va finir par avoir des problèmes. Parce que moi, je ne fais pas attention à ce que fait le concurrent. Je ne fais pas attention aux besoins du marché. Je ne fais pas attention aux perspectives. Et donc, je vais me casser les éléments de base facilement. Et donc, il faut que cette veille concurrentielle réagisse par rapport aux contraintes de l'environnement. Et l'environnement, il est composé de la concurrence, des autres composantes, notamment le gouvernement, notamment les institutions politiques, etc. Et donc, on doit être au courant de tout pour pouvoir adapter nos stratégies aux contraintes et aux opportunités. Ensuite, la troisième règle, c'est la programmation du processus de mise en œuvre des choix stratégiques. Les choix stratégiques, ils doivent être programmés. Le choix, je prends un exemple, le choix que la direction générale a fait, c'est d'opter pour l'option de spécialisation. Oui, mais ça c'est un choix. Mais ce choix, pour qu'il soit mis en place, il faut qu'il y ait plusieurs actions. Maintenant, l'action 1, il faut la mettre en premier lieu, dans le planning de mise en œuvre. L'action 2, il faut la mettre en deuxième lieu. L'action 3, il faut la mettre en troisième lieu. Dans tous les cas, les actions doivent être identifiées et numérotées. C'est ça la programmation. En recherche opérationnelle, on nous a appris une méthode qui s'appelle la méthode PERT. PERT, c'est en toutes lettres, c'est quoi? C'est pour, E, c'est éviter, R, c'est retard, et T, traditionnel. PERT, P-E-R-T, c'est pour éviter le retard traditionnel. C'est une méthode qui aide les managers à programmer leurs actions dans le temps. Et ça, c'est important. Un bon manager, c'est quelqu'un qui établit toujours son planning de temps. Comment il va travailler? On est aujourd'hui lundi, demain mardi, qu'est-ce qu'il va faire? La journée, elle est composée d'un certain nombre d'heures, il va planifier ce qu'il va faire à 8h, à 8h30, à 9h, mais il va laisser une plage horaire pour faire face aux imprévus. C'est ça le meilleur manager. Et donc, la mise en œuvre des actions stratégiques, il faut qu'elle soit faite dans les règles de l'art. Il faut qu'il y ait la coordination du travail de chacune des équipes. Il faut qu'il y ait des actions-réactions par rapport aux contraintes de l'environnement. Et ça s'obtient à partir
de la veille concurrentielle. Ensuite, les différentes actions qui vont nous permettre de mettre en place l'option stratégique choisie, il faut que ces actions soient programmées dans le temps. Il faut qu'on sache que la semaine du 19 avril, on va la consacrer à tel point. La semaine du 27 avril, on va la consacrer à un autre point, ainsi de suite. Ça, c'est très important. Un manager, c'est quelqu'un qui est d'abord organisé. Si, en votre qualité de manager, vous n'êtes pas vraiment organisé, croyez-moi, vous ratez beaucoup de choses. Il faut vraiment être organisé, il faut être correct, il faut planifier ses activités tout en laissant une plage horaire pour faire face aux imprévus. C'est très important. Imprévu, bon, vous êtes là, quelqu'un est venu vous voir de grande importance, vous ne pouvez pas lui dire on fixe rendez-vous, il faut le recevoir compte tenu de son intérêt pour l'entreprise, ben, vous le recevez en une demi-heure, en une heure, et ça, il faut le prévoir. Je prévois un moment pour faire face aux imprévus. C'est la même chose lorsque vous faites la planification financière. Vous préparez un budget pour faire face à un projet, mais il ne faut pas préparer le budget. Le budget, c'est 3 millions de dirhams par exemple. Ça correspond à ceci, cela et cela. Non, il faut, dans le cadre du budget, prévoir une rubrique divers et imprévus. C'est une rubrique divers et imprévus qui représentera par exemple 5% du budget global pour faire face aux divers et imprévus. Les prix ont augmenté, on n'a pas prévu acheter un matériel donné, maintenant c'est nécessaire, ben, je l'incorpore ici. C'est ça le manager. Le manager, il gère la chose, oui, mais avec une certaine souplesse. Si il n'est pas souple dans sa vie, ben, effectivement, il y a problème. Alors, je rappelle toujours le deuxième volet du plan de mise en œuvre des actions stratégiques. Le premier volet, j'ai rappelé les éléments de base. Le deuxième volet, dans le cadre de la mise en place des actions stratégiques, c'est les étapes de mise en œuvre. Donc, on peut pas, vous le savez bien, c'est un rappel, on ne peut pas mettre en place des actions stratégiques sur lesquelles on a réfléchi le jour T. On se dit, oui, le jour T+1, on les met en place. Oui, mais réfléchir, c'est bien. Mais réfléchir, ça consiste à quoi faire? Ça consiste d'abord, et c'est très important, à mener un diagnostic interne et externe. Je ne peux pas décider de passer de l'option stratégique spécialisation à l'option stratégique diversification comme ça parce que je veux avancer. Non, non, c'est bien de penser, mais il faut faire un diagnostic interne, un diagnostic externe, c'est-à-dire en termes de force, faiblesse, en termes d'opportunité, menace. Ce choix, moi je le compare au choix d'un médecin spécialisé dans un domaine déterminé. Imaginons que ce médecin reçoit le jour J un patient donné. À la suite de son diagnostic, il constate que ce patient présente un certain nombre de problèmes, d'insuffisance. Donc, le médecin qui se respecte, il ne peut pas prescrire une opération à ce patient avant de faire un véritable diagnostic. Et le diagnostic que doit faire le médecin, c'est un diagnostic interne et c'est un diagnostic externe. Le diagnostic interne, il le fait lui-même à partir des moyens dont il dispose. Le diagnostic externe, en quoi il va consister ce diagnostic externe? Il va demander au patient de faire des analyses médicales à l'extérieur, de faire une échographie, de faire un scanner, de faire plein de choses.
Pourquoi? Parce que ce diagnostic externe, il va lui permettre de mieux préciser les idées, de mieux fixer son choix et de mieux décider. Et même sur le plan responsabilité en cas de problème, on ne va pas lui reprocher le fait qu'il a prescrit l'opération chirurgicale à son patient alors qu'il ne savait pas que c'était nécessaire. Ça, c'était moyen de preuve en cas de problème. Et donc, c'est la même chose. Un chef d'entreprise, un manager d'un hôtel, il ne peut pas décider comme ça de quitter l'option diversification pour aller vers la spécialisation ou vice-versa, sans qu'il n'y ait un diagnostic. Le diagnostic, c'est vraiment quelque chose de capital. Et le diagnostic, ce n'est pas un diagnostic que nous faisons une fois pour toutes. Le diagnostic, il faut qu'il soit actualisé. C'est ça la bonne situation. Il faut qu'il soit actualisé parce qu'un diagnostic, c'est comme une photo. Vous avez fait le diagnostic en janvier, c'est bien, il a permis de constater un certain nombre de choses, mais ce diagnostic, il n'est pas valable à 100% en avril. En avril, il faut actualiser ce diagnostic pour faire ressortir les plus, les moins, les opportunités, les menaces, etc. C'est la même chose pour le médecin. Le médecin, il a demandé à son patient un diagnostic en janvier pour examiner un tel point. Le patient revient le voir en mai-juin. S'il a besoin d'un diagnostic, le patient ne peut pas lui dire « Ouais, moi j'ai déjà fait ». Vous avez fait, oui, mais vous avez fait en janvier. Maintenant, on est en avril, il faut qu'on voie l'évolution. Et c'est à la suite de la comparaison entre le diagnostic du mois de janvier et le diagnostic fait en avril qu'on arrive à faire la bonne comparaison, qu'on arrivera à opter pour les meilleurs choix. Et avec ça, ça marche. D'accord? Donc, dans la vie des affaires, il ne faut rien sous-estimer, il ne faut rien oublier. Parfois même, on prend des décisions en négligeant un certain nombre d'actions. Croyez-moi, c'est tous les problèmes qui se présenteront à nous-mêmes par la suite. Il faut être logique dans la vie. Il ne faut pas chercher à faire des économies au détriment de la qualité. C'est l'erreur que font beaucoup d'entreprises, beaucoup d'hôtels. Il se dit, oui, mais pour faire ce diagnostic, j'ai besoin de faire appel à tel cabinet de consulting. Le cabinet de consulting, pour faire le diagnostic, il va me demander un budget de l'ordre de 150 000 dirhams. 150 000 dirhams, c'est de l'argent. Je préfère faire moi-même le diagnostic et ne pas perdre les 150 000. Oui, vous préférez faire le diagnostic par les propres équipes. Je suis d'accord. Mais il faut que vos équipes aient les meilleures compétences pour dégager les meilleures conclusions. Il faut qu'ils soient suffisamment motivés pour faire du bon travail. Ensuite, lorsque c'est l'équipe de l'entreprise qui fait le diagnostic, elle ne va pas oser parler de tous les problèmes qu'elle rencontre. Parce que, par la force des choses, moi je suis responsable de faire les diagnostics. Je diagnostique la fonction commerciale qui est pilotée par mon ami X. L'ami X, si je mets dans le diagnostic toutes les insuffisances que j'ai constatées au sein de sa fonction, je risque de le griller. Sachant qu'il est un ami, je vais un petit peu maquiller la réalité. Ça, ce n'est pas logique. Ça, ce n'est pas logique. Et donc, lorsque l'équipe chargée du contrôle, elle est rattachée directement à la direction générale, moi je pense que ça peut aller. Mais si le directeur général désigne X, Y, Z pour faire le contrôle, à un certain moment, ils vont être jugés partis et le contrôle ne va pas pouvoir aboutir à de bonnes conclusions. D'où la conclusion, on veut faire du bon travail, il faut mettre les moyens qu'il faut. On dispose des équipes qui vont pouvoir faire le diagnostic interne-externe dans les meilleures conditions avec toute la logique. Marhaba. On n'a pas les meilleures équipes, on a quelques doutes concernant les conclusions qu'ils vont dégager, est-ce qu'ils vont tout dire ou non. Il vaut mieux recourir à l'extérieur et ça marche.
Alors, on a dit que les étapes de mise en œuvre, on doit démarrer d'abord par le diagnostic. On a traité la situation du diagnostic dans les règles de l'art. On a vu quelles sont les choses à éviter. Une fois donc que les conclusions du diagnostic sont connues, on doit passer à la phase déploiement. Donc, la phase déploiement, c'est la phase opérationnelle pour pouvoir mettre en œuvre les actions stratégiques décidées et, après la mise en œuvre, s'assurer et passer au contrôle de la réalisation de la stratégie. Donc, moi je l'ai toujours dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Je fais confiance à mes équipes, je fais confiance à tout le monde, mais cette confiance n'exclut pas le fait que de temps en temps, il faut faire des petites missions de contrôle sympathiques pour pouvoir voir que tout se déroule dans les meilleures conditions et pour arrêter les dégâts en cas de problème. Parce que si l'entreprise n'exerce pas, ne fait pas de contrôle, le problème se pose. Parce que il n'y a pas de contrôle. Il y a des anomalies qui se cumulent. Et une fois qu'on se rend compte de ces anomalies, pour pouvoir rectifier le tir, ça va être difficile. C'est comme le cas de quelqu'un qui a un mal de tête. Il a un mal de tête fréquent. Il dit « Oh, ça c'est rien, c'est pas méchant, je peux prendre un comprimé Doliprane, je peux prendre un autre comprimé, ça marche. » Mais il laisse traîner pendant des mois. Et cette personne-là ne demande à voir un médecin spécialisé que lorsqu'il commence à avoir de vrais problèmes. De vrais problèmes. Alors là, je suis désolé, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est vrai qu'il a des chances pour être sauvé, mais le traitement va être difficile. Il va être difficile, d'où la nécessité d'agir toujours avant que ça soit tard. Et le contrôle, c'est une manière qui permet au chef d'entreprise d'agir avant que ça soit tard. D'accord? Et donc, le contrôle, il fait partie de l'étape mise en œuvre. Je mets en œuvre mon travail, toutes les fonctions sont en train de faire chacune l'étape qui la concerne, mais l'équipe d'audit, l'équipe de contrôle, de temps en temps, elle doit faire un contrôle adéquat pour éviter qu'il y ait le moindre problème et pour corriger le tir avant que ça soit tard. Personnellement, j'étais toujours content lorsque le responsable du contrôle m'appelait pour me dire lundi, une mission de contrôle va être chez vous. Elle va rester chez vous pendant 1 semaine, 2 semaines pour pouvoir faire le contrôle de ceci, cela et cela. Je dis, c'est excellent. C'est excellent. Pour moi, c'était toujours de l'excellence parce que ça me permet de dormir tranquille par la suite. Je faisais mon travail de manière correcte. Mes équipes, elles aussi, elles faisaient du bon travail, mais le contrôle était vraiment une nécessité. Alors, la figure que vous voyez en face, c'est une figure qui récapitule tout ce que je viens de dire. Dans tous les cas, dans un petit instant, on aura terminé cette séance. Donc, cette figure, elle récapitule les phases de la mise en œuvre de la démarche stratégique. On avait vu que cette démarche se déroule en 3 étapes. La phase 1, comme vous voyez, c'est le diagnostic. Le diagnostic interne et externe en termes de force, faiblesse, opportunité, menace. Ça consiste à faire le diagnostic de l'entreprise et de l'environnement. Le diagnostic de l'entreprise, il permet de tirer les forces faiblesses. Le diagnostic de l'environnement permet de faire ressortir les opportunités menaces. La phase 2 de la mise en œuvre de la stratégie, c'est les choix stratégiques. On avait vu tout à l'heure
que l'entreprise peut opter pour divers choix stratégiques, le groupe hôtelier, donc, il peut opter pour divers choix stratégiques. Ça peut être la diversification, la spécialisation, l'externalisation. Et donc, une fois les choix stratégiques faits, il faut passer à la mise en œuvre et au déploiement. Mais, s'il vous plaît, n'oubliez pas une chose, c'est les moyens. Beaucoup d'entreprises, de groupes hôteliers réfléchissent sur la phase 1, 2, mais lors de la phase 3, ils ne mettent pas les moyens qu'il faut, ils ne mettent pas les moyens financiers, humains, matériels, etc. Et en fin de compte, on n'a pas de chance, c'est la crise du corona, c'est la crise de ceci, de cela. Non, 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 non. Il faut mettre les moyens qu'il faut, il faut motiver, il faut planifier, et ça marche. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Alors, dans tous les cas, on va se revoir, Inch'Allah, lors de prochaines séances. J'insiste sur ce que j'ai demandé tout à l'heure. Il faut toujours chercher à bien suivre, chercher à bien comprendre et éventuellement, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation de stage et à très bientôt. Merci beaucoup.